Bonjour à toutes et à tous. Juste un mot avant de lancer l'émission. Cet entretien avec Fabienne Keller a été enregistré le 27 février. Les développements survenus le lendemain, notamment l'offensive militaire lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, ne sont donc pas abordés dans cet entretien. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Europe, votre rendez-vous consacré à l'actualité européenne sur Radio Judaïka, RCF Alsace. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fabienne Keller. Bonjour Madame Keller. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne, membre du groupe Renew Europe au Parlement européen. Je précise à nos auditeurs que nous vous recevons aujourd'hui exclusivement en votre qualité de députée européenne et conformément aux règles de l'ARCOM et à l'approche des élections municipales, nous n'aborderons pas les enjeux locaux strasbourgeois ni la campagne municipale. L'intégralité de cette émission sera donc consacrée à votre mandat européen et à l'actualité de l'Union européenne. Alors il y a 2 ans, je me souviens, nous parlions ensemble du pacte européen sur l'asile et la migration, dont vous étiez rapporteur pour partie. Le texte entrera en application au mois de juin, si je ne me trompe pas, et depuis son adoption en 2024, le Parlement a changé, et les équilibres politiques aussi. Nous allons revenir sur cette nouvelle donne politique, sur la mise en œuvre du pacte, sur les grands enjeux internationaux, de l'Ukraine aux tensions commerciales avec les États-Unis, et sans oublier votre rôle de questeur au Parlement européen. Alors on commence justement par cette évolution politique au Parlement européen. Depuis les élections de 2024, vous dites vous-même que l'ambiance n'est plus la même. Qu'est-ce qui a concrètement changé dans l'hémicycle strasbourgeois ? En fait, c'est le résultat des élections. L'extrême droite est revenue beaucoup plus forte qu'avant. Et par contre, par exemple, le groupe des Verts, le mien, les centristes, sont moins nombreux. Et donc, il y a une réalité politique nouvelle, c'est qu'il y a une majorité alternative. On avait l'habitude de travailler par coalition avec le PPE, les centristes, dont je fais partie, et les socialistes. Maintenant, il y a la possibilité d'une majorité, plus de la moitié des députés, quand l'extrême droite s'allie avec le PPE. Et cela est arrivé maintenant plusieurs fois sur des textes environnementaux, en souhaitant, sous le prétexte d'alléger les règles environnementales. Par exemple, sur la déforestation, on a renoncé à mettre une clause interdisant l'importation de produits issus de la déforestation. Sur des obligations pour les entreprises aussi de reporting social et environnemental. C'est ce qu'on appelait le devoir de vigilance, si je ne me trompe pas. C'est ça, l'obligation de dire, d'écrire pour soi-même ou ses filiales ce qui était fait dans le domaine de l'environnement et de l'action sociale pour les salariés, et de manière à encourager les bonnes pratiques. Donc ça a été annulé, remis en cause. Grâce à cette majorité alternative d'extrême droite et du PPE. Et puis également sur les textes migratoires, c'est ainsi, comme vous l'évoquiez, que le texte sur les procédures a été vraiment durci. Mais on va revenir sur cet impact direct, sur ce sujet que vous maîtrisez, parce que je n'ai pas dit au départ, mais vous êtes coordinatrice pour votre groupe des questions de ce qu'on appelle l'IB, tout ce qui concerne les questions migratoires, les questions de lutte contre le terrorisme, l'état de droit, la liberté de la presse. Nous nous battons sur le plan juridique, puisque c'est la manière de travailler de l'Union européenne, par le droit, pour assurer la séparation des pouvoirs. Alors revenons à ce pacte. Vous l'aviez présenté comme un équilibre exigeant à l'époque, je me souviens bien, parce qu'il fallait trouver des équilibres entre plus de sécurité, de sévérité, mais aussi plus, tout en respectant les droits fondamentaux. Il faut rappeler qu'on sortait quand même de la crise migratoire à ce moment-là, donc c'est un texte qui a été adopté en fin de mandature. À l'approche de son entrée en vigueur, assiste-t-on à une forme de détricotage, et de quelle manière, selon vous ? Oui, il a été en partie détricoté sur un point précis, c'est que l'Union européenne examine les droits des migrants à être protégés parce qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine. C'est l'idée de la protection de tout danger pour les personnes, quelque chose qui a été mis dans les textes fondamentaux, alors la Convention de Genève, même la Constitution française, et bien sûr dans les traités européens, pour protéger ceux qui sont persécutés. Et là, on a modifié l'un des textes en disant, une personne qui se présente pour être protégée, je peux la renvoyer dans un État du monde, n'importe lequel, avec lequel j'aurais passé une convention. Avant, cette possibilité existait, mais il fallait que la personne ait une relation avec ce pays, parce qu'elle y a vécu, parce qu'elle en parle la langue, parce qu'elle y a été formée. Donc là,
C'est en fait la validation du modèle rwandais. Hein. On peut prendre n'importe quel migrant et l'envoyer dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue, pour faire valoir ses droits humains. Or, dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui assurent l'asile. Il y a l'Europe, il y a le Canada. On est même plus sûr que ce soit correctement appliqué aux États-Unis et peut-être encore l'Australie. Mais il y a très peu de pays dans le monde où la protection, cette chose qui fait partie de l'histoire, de la constitution de l'Europe et notamment de la France, est appliquée. Donc c'est quelque chose qui vise à faire peur aux migrants et à les empêcher en fait d'avoir accès à la protection. Et moi je pense à toutes ces jeunes femmes qui ont des mariages forcés, qui fuient pour ça, à ces personnes lanceurs d'alerte, à ces personnes qui fuient, qui font partie d'une minorité sexuelle, qui à ce titre demandent protection dans l'Union européenne, qui ne verront plus leurs droits examinés. Donc c'est une déformation de l'équilibre du pacte, mais néanmoins, moi je continue à me battre. C'est très épuisant parce que cette majorité alternative au cœur de laquelle se situe l'extrême droite, est régulièrement mise en œuvre sur ce sujet migratoire qui est très instrumentalisé par elle, par l'extrême droite. Et alors avec une forme de paradoxe, parce qu'on fait ça au moment même où les flux migratoires baissent fortement. Ça fait 2 ans qu'ils baissent de plus de 20%, pour des raisons multiples. Et donc en fait, la réalité de la difficulté est plutôt tendance à s'atténuer, avec aussi des formes de paradoxe, et que, comme l'extrême droite monte dans beaucoup d'États membres européens, les mesures, par exemple, d'intégration sont aussi réduites, alors même que, pour le coup, les gens qui sont là depuis longtemps, on a tout intérêt à les faire participer de manière constructive à la société. On pourrait peut-être expliquer concrètement. Il y a donc 2 textes, si j'ai bien suivi. Il y avait un texte qu'on appelle les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûrs. Et pour que nos auditeurs comprennent, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pays d'origine qu'on considère comme sûrs. Donc il y a une liste qui a été établie. C'est la première fois, ça a été très long. Il y a 6 pays, si je ne me trompe pas, plus les pays candidats. On en a 9 aujourd'hui. Qui sont considérés comme des pays sûrs. Donc, sur des pays sur lesquels, par exemple, si un Tunisien aujourd'hui vient, puis c'est un pays tiers sûr, on peut imaginer, en voyant l'état de la Tunisie, si il fait une demande d'asile pour quelque raison, on peut le renvoyer en disant « Maintenant, la Tunisie, c'est sûr, on vous renvoie en Tunisie ». C'est ça, en gros, ce qui a été adopté. Absolument. Sans être certain que dans tous les États membres, leur droit à être protégé sera examiné. Il se trouve qu'en France, on a des législations nationales qui les protègent, mais ce n'est pas le cas dans tous les États membres. Et certains, nous le savons, parce que l'extrême droite participe aussi au gouvernement, mettront une forme de zèle à appliquer ce texte. Donc ça, c'est l'autre, effectivement. Je parlais tout à l'heure du pays tiers sûr pour l'examen de la demande d'asile. Et ça, c'est le pays d'origine sûr. Donc il n'y a pas de difficulté. Vous évoquiez la liste des pays candidats. Pour la plupart, il n'y a pas de difficulté. Voilà, il y a quand même la Turquie ou la Serbie. La Turquie et la Serbie aujourd'hui. Où la Serbie nous pose d'énormes problèmes. Et puis on a mis aussi dans cette liste d'autres pays pour lesquels on n'a pas proprement analysé la situation, mais on le sait parce que par ailleurs, le Parlement lui-même prend des résolutions pour dire qu'il faut défendre tel journaliste tunisien, et en même temps, on renverrait les personnes au motif en Tunisie sans même examiner leur situation. On a également mis la Colombie, on a mis le Bangladesh, où les punitions corporelles aux femmes et aux enfants sont encore pratiquées. Enfin, c'est vraiment contraire à l'idée de regarder chaque situation individuelle, même si globalement, statistiquement, les personnes originaires de ces pays ont assez peu l'accès à l'asile quand ils déposent leur demande. Il y en a, et donc ces personnes ont le droit d'être protégées. C'est le principe même des droits humains. Ils ne sont pas collectifs, ils sont individuels. Donc j'ai lutté contre l'adoption de ces 2 textes, mais ils l'ont néanmoins été. On peut noter par exemple pour la Tunisie ou le Bangladesh, c'est pour l'un 6, pour l'autre 9 pays qui avant le considéraient comme sûr. Donc une majorité d'États membres le considéraient comme pas sûr. Sur un autre terrain, l'Union européenne est confrontée à ce qu'on appelle un défi majeur depuis 4 ans avec la guerre en Ukraine, dont malheureusement on fête les 4 années.
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'Union européenne est devenue le premier soutien financier de Kiev. Dans le même temps, un sondage récent de l'IFOP montre un léger recul du soutien des Français à la livraison d'armes. Madame Keller, comment maintenir un engagement politique dans une guerre qui dure depuis déjà 4 ans et alors que les opinions publiques semblent un peu chamboulées par la succession des crises internationales? Alors, c'est très difficile. Bien sûr, c'est une guerre qui est infiniment plus longue qu'on ne l'imaginait au départ, hein. Ça devait être une guerre éclair, avait dit Poutine. Trump avait promis la paix en quelques semaines. Et 4 ans plus tard, nous y voilà encore, avec énormément de morts, d'enfants enlevés, de femmes violées, enfin tout ce qu'on sait des horreurs de la guerre. Nous, on est très sensibilisés à ces questions par nos collègues baltes, par nos collègues finlandais, par les Polonais et les Roumains, qui sont beaucoup plus proches des populations ukrainiennes qui vivent cette guerre, qui, eux aussi, depuis 4 ans, essayent d'épauler les familles, d'accueillir les réfugiés, de soutenir ceux qui combattent. Donc l'Union européenne veut aider l'Ukraine, et c'est notre seule solution, parce que l'Ukraine nous protège. Les suivants, c'est des pays européens. C'est-à-dire pour ça, par exemple, les Baltes, avec l'avancée de Kaliningrad, ils sont très inquiets d'invasion russe. Ils y sont d'ailleurs prêts. Hein. Pour vous dire, ils ont produit des pièces d'identité pour leurs enfants, pour être sûrs que s'ils fuient, ils seront, grâce à ce qu'on a mis en place pour les Ukrainiens, hein, facilement recueillis dans un autre État membre. Donc ils sont dans une logique où ils sont prêts à se déplacer pour être protégés, parce que les Russes viendraient comme territoire suivant à envahir, hein. Après la Géorgie, après la Crimée, après l'Ukraine, ça pourrait être eux. Ils sont dans cet état d'esprit. Donc ça nous aide à nous mobiliser. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Rassemblement national et le groupe du Rassemblement national, qui s'appelle PFE, donc le Rassemblement national est allié à la Hongrie, au parti dominant qui s'appelle le Fidesz, le parti de Viktor Orban, eh bien eux votent contre les aides à l'Ukraine, contre le soutien grâce à un prêt que nous souhaitons mettre en place pour soutenir aussi l'effort de guerre, mais aussi l'économie ukrainienne, hein, pour qu'elle continue à fonctionner, que les gens puissent survivre, que les écoles puissent continuer à fonctionner. Qu'on puisse se chauffer. Qu'on puisse se chauffer, effectivement, avec des températures extrêmement froides ces dernières semaines, donc une vraie difficulté physique. On a vu des images assez terrifiantes. Donc un peuple qui résiste, hein, un président de la République, Volodymyr Zelensky, qui nous parle des valeurs européennes, qui veut rejoindre l'Europe. Enfin, il nous rappelle la profondeur, la force, la puissance de nos idées européennes. Donc, pas de doute, il faut soutenir l'Ukraine. Mais nous ne sommes pas unanimes. Et l'opposition de l'extrême droite, en particulier du groupe de Jordan Bardella, à ce soutien est très problématique, puisque le cheval de Troie, qui est la Hongrie, est renforcé par tous les élus d'extrême droite en Europe. On peut parler un petit peu de la Hongrie. Il va y avoir des élections prochainement. Vous-même, vous êtes rendu il y a quelques mois en Hongrie pour soutenir les Hongrois, notamment dans l'interdiction de ce qu'on appelait une Gay Pride, qui devait avoir lieu à Budapest et donc qui était interdite par le gouvernement hongrois et qui a quand même été maintenue par le maire. Comment vous regardez aujourd'hui? On est à 1 mois des élections. Orban, dans les sondages, est plutôt en recul, il pourrait perdre. Quel regard vous portez sur cette situation en Hongrie, notamment, on l'a vu par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport à la suite? Alors Orban continue sa stratégie avec encore plus de force pour essayer de gagner les prochaines élections. Donc il s'oppose en Europe. C'est sa manière d'agir en Europe. Il prend des gages sur toutes les décisions. Dès qu'une décision est à l'unanimité, il s'oppose pour pouvoir négocier. En interne, il diffuse un discours anti-étranger, anti-Europe. Donc il est pro-russe, hein, il n'applique pas les sanctions. Anti-LGBT, diversité. C'est très impressionnant, hein, parce que quand j'y suis allée, il y a des publicités, hein, des smileys contre les juifs, contre, à travers Soros. Mais il a des cibles, hein. Donc c'est une stratégie très constante. Il y a des élections. Est-ce que si M. Maillard, donc, qui est aujourd'hui au Parlement européen, gagne, il pourra inverser cette tendance? C'est pas sûr. D'abord parce que l'état de droit a été complètement démantelé. Il a nommé les juges. Presse. Alors, le mécanisme est toujours le même. Premier mécanisme, on contrôle la presse. C'est d'ailleurs ce que ces nouveaux alliés tchèques et slovaques sont en train de faire.
Deuxième étape, on nomme les juges. Donc, il n'y a plus de contre-pouvoir et plus de capacité pour les citoyens, pour les entités à faire valoir leurs droits. Et puis après, petit à petit, on diffuse son discours et on démantèle aussi la séparation entre l'exécutif et le législatif en faisant contrôler l'un par l'autre. C'est d'ailleurs la situation qui est connue en Pologne, qui est plutôt moins dégradée qu'en Hongrie, mais on voit bien que l'opposition qui a gagné, M. Tusk, n'arrive pas à rétablir l'état de droit, parce que malheureusement les présidentielles ont renommé quelqu'un du PiS, du précédent pouvoir autoritaire en place, qui bloque la promulgation des lois qui viseraient à réinstaller l'indépendance de la justice notamment. Donc c'est des outils terrifiants, c'est comme une maladie qui contamine en Europe. L'Europe est très faible par rapport à ça, puisque quand vous entrez dans l'Union européenne, vous devez respecter la séparation des pouvoirs. La Hongrie ne pourrait pas du tout entrer dans l'Union européenne dans son état d'aujourd'hui, mais on n'a pas prévu de mécanisme. On a prévu un mécanisme, mais il est très faible. C'est l'article 7 qui prévoit des débats, parce qu'on est fondamentalement démocrate, donc on est fondamentalement peu outillé face à un État autoritaire qui se sert, y compris de la Cour de justice, qu'elle critique par ailleurs et démolit, mais dont elle se sert pour décaler les procédures dans le temps. Donc on est assez peu puissant, mais il faut continuer à se battre. Enfin, moi, je suis convaincue que nos concitoyens verront bien que cela n'est pas la solution. Et moi, je suis en train de lire un ouvrage que m'a donné une fonctionnaire européenne, très, très pro-européenne, qui fait un parallèle entre plusieurs faits historiques, la montée en puissance de l'URSS à différents moments, le régime autoritaire en Tchécoslovaquie et bien sûr le régime nazi, et le parallèle avec ce qui se passe dans différents pays d'Europe en termes d'entrée par le processus démocratique et après de démolition des contre-pouvoirs un à un pour passer à un pouvoir autoritaire. Et en gros, c'est un hymne à la résistance. Dès le début, ne pas considérer que parce que c'est démocratique, c'est acceptable, parce qu'il faut lutter pied à pied. Alors, quand on parle aujourd'hui de démocratie, on pense aussi aux États-Unis. Donald Trump est arrivé au pouvoir et depuis, on a cette politique commerciale très agressive. Je parle que de cette politique commerciale très agressive. Où en est-on avec cet accord aujourd'hui pour les droits de douane avec les États-Unis? Depuis, la Cour suprême des États-Unis a invalidé pour partie cet accord, mais en même temps, il est quand même mis en application. Donc, j'ai l'impression que plus personne n'y comprend rien. Alors, en fait, Donald Trump, le jour même de la décision de la Cour suprême, a annoncé de nouveaux tarifs, sans qu'on sache très bien s'ils s'additionnaient aux précédents ou s'ils se substituaient, puisque la base juridique a été démolie par la Cour suprême. Mais comme on n'est pas tout à fait sûr que Donald Trump respecte beaucoup l'autorité judiciaire indépendante, on est dans cette incertitude. En fait, on a face à nous un dirigeant d'un grand État du monde, les États-Unis, qui était jusqu'à récemment un modèle de démocratie pour nous. C'était l'autre grande zone démocratique du monde, l'Europe, l'Amérique du Nord. Être peu maîtrisable, on a du mal à l'anticiper. Avoir un regard toujours très business. Quand on voit sa proposition pour l'Ukraine, c'est récupérer des droits pour les minéraux rares, pour le phosphate, pour un certain nombre d'éléments qui ont de la valeur économique, en contrepartie d'une paix ou d'armes. On fait du business tout le temps. Donc l'accord que Mme von der Leyen avait scellé, donc on s'en souvient, sur un golfe britannique, c'était quand même à Tunbury, c'est quand même incroyable, quoi. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Même si on le regrette, mais quand même, quand on passe un accord avec l'Union européenne, on le fait plutôt sur le sol européen, quoi. Donc, je l'espère mort. En tout cas, le Parlement a heureusement lundi renoncé au vote formel qu'on devait faire. Rendez-vous compte, moi j'ai beaucoup de mal avec ce vote, mais bon, où on devait acter le fait qu'on mettait nos droits de douane à zéro avec les États-Unis, de manière à durée indéterminée, en contrepartie du fait qu'il limitait ses propres droits de douane à 10 ou 15. Ouais, c'est 15, oui. C'était 15. Mais c'est incroyable. Enfin, nous, on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir en fait en face au bout de la route.
puisque ça change tout le temps. Donc je suis très heureuse que... mais on a eu un grand stress il y a 10 jours, puisque le PPE hésitait beaucoup, entre on vote quand même ou on vote pas. Les grands pays exportateurs vers les États-Unis ont le souci de sécuriser. Je pense en particulier aux Allemands. Si j'étais entrepreneur exportateur aux États-Unis, je ne saurais même pas à quoi je serais mangé aujourd'hui. En fait, c'est bien cette situation. A priori, il y a certains secteurs exemptés, l'acier, un certain nombre d'autres secteurs. On espère que ce sera toujours applicable. C'est sûr que ça crée une incertitude à l'exportation. Voilà, c'est le nouveau monde dans lequel Donald Trump nous met en termes d'échanges internationaux. Alors, fait intéressant, la remise en cause des droits de douane par la Cour suprême a un effet budgétaire pour lui. Parce qu'en fait, a priori, il va quand même avoir du mal à lever les droits de douane. Il y a quand même un bout d'état de droit qui reste vivant aux États-Unis. Donc, il y a quand même des décisions de tribunaux, des États qui protègent les textes existants. Donc, ça lui enlève des recettes, en fait, qui étaient assez considérables dans un pays, il faut le rappeler, qui a un grand déficit annuel et un grand déficit cumulé. Dont nous, on est en partie... dont nous sommes les financeurs. Voilà. J'aimerais que plus, pour comprendre un petit peu votre activité au Parlement européen, vous êtes questeur, vous faites partie des 5 questeurs du Parlement européen et vous présidez pour 6 mois ce qu'on appelle le collège des questeurs. Donc les 5 personnes, c'est vous qui présidez donc ce collège de 5. Expliquez-nous en gros cette mission de gérer un peu les coulisses du Parlement. Concrètement, en quoi recouvre cette mission ? Alors nous gérons la vie du Parlement, l'organisation de ses travaux, la question des bâtiments, la question toutes les questions d'organisation. Et pour moi, il y a bien sûr une mission en plus, c'est la question de Strasbourg. Donc j'ai la chance d'être questeur. J'ai, pendant le mandat précédent, été en fonction avec Anne Sander, avec laquelle j'ai très bien travaillé. Toutes les deux, on s'est beaucoup battus. C'est ainsi que le bâtiment Simone Veil a été pris à bail. Il faut se souvenir de l'engagement extraordinaire d'Emmanuel Macron pour Strasbourg, qui vient très souvent, qui a exigé du Parlement européen cet engagement, mais aussi l'augmentation des effectifs à Strasbourg. Donc voilà, je pense qu'on est dans une situation qui est meilleure ou moins mauvaise qu'avant. Reste toujours vigilante. Beaucoup de Français d'ailleurs s'engagent, mais il faut aller au-delà et séduire et donner envie de venir volontiers à Strasbourg, qui est quand même une ville qui apporte de bonnes conditions de travail et une forme de recul par rapport à la bulle bruxelloise où il y a énormément de lobbyistes. La qualité d'accueil à Strasbourg est donc très importante. La question des accès reste toujours absolument centrale pour des gens en fait qui se déplacent toutes les semaines entre leur État membre et leur lieu de travail, qui 2 semaines par mois c'est Bruxelles, 1 semaine c'est Strasbourg. Et donc voilà, les grains de sable sont complexes à gérer pour des gens qui... Donc c'est chez vous qu'on vient se plaindre. Voilà, et j'essaye de mettre des bidons d'huile avec l'aide du bureau de la ville de Strasbourg au sein du Parlement, avec l'aide d'un certain nombre de fonctionnaires, en allant essayer d'améliorer les choses dans les dispositifs qu'on met en place, avec mes assistants. Enfin, voilà, on essaye de faciliter la vie pour qu'à Strasbourg, la rencontre, les échanges, cette Europe du compromis puisse être vraiment vivante. Et je dois dire que, par exemple, les équipes d'entretien des bâtiments font beaucoup d'efforts pour s'adapter, pour faciliter les rencontres, une bonne utilisation des salles. Voilà, c'est très important, ça a l'air simple, mais je reviens sur le début de l'interview. Est-ce qu'on ressent aussi alors ce changement un peu politique en tant que questeur ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des alliances, qu'il y ait peut-être d'autres personnalités, des gens moins europhiles, est-ce que ça se ressent aussi dans ce type d'activité ? Bien sûr. Nous sommes 5. Mon collègue Marc-Angèle, socialiste, moi-même, centriste, 2 PPE et malheureusement désormais 1 ECR, qui est un PiS polonais. Sur certaines décisions, eh bien, nous sommes bloqués par cette majorité alternative PPE-ECR. Ça vient de nous arriver pour réagir à un colloque organisé par les MAGA, pour faire court, qui est venu à l'intérieur même du Parlement européen. Et on a une procédure qui est un peu limitée. Et on a eu des réclamations de la part d'une 40aine de députés qu'il y ait une sorte de prise en main du Parlement. Et nous n'avons pas pu
prendre une décision disant que ce type d'événement ne devait plus se reproduire. Donc on avait la National Heritage Foundation, on avait un certain nombre de personnes qui sont venues rentrer au Parlement et défendre leurs idées. Et leurs idées, c'est quoi ? C'est toujours la même rhétorique de l'extrême droite. On retourne les arguments. Donc on dit que l'Europe veut limiter la liberté d'expression à cause de nos régulations sur les contenus haineux, sur les contenus qui appellent au suicide, qui appellent à la violence. C'est ce texte qui s'appelle DSA, sur le Digital numérique, Service Act, et où on demande que dans le domaine du numérique, il y a les mêmes règles que dans la vie physique, dans la vie sur l'espace public, de limitation de tout ce qui est violent, de tout ce qui est appel à la haine, de tout ce qui est appel à l'autodestruction. Entre nous, entre deux. Pour terminer cette émission, on a l'habitude de faire une petite chronique ou une petite rubrique qu'on appelle « Entre deux ». Première question. Sénat feutré ou hémicycle européen sous tension ? Hémicycle européen sous tension, parce que je me sens utile. Alors, grand discours dans les hémicycles ou tractage sur les marchés ? Tractage sur les marchés. Pacte migratoire ou pacte vert ? Ouh, ça c'est difficile. J'adore les deux. Vous avez le droit de dire les deux. Je suis centriste. Pour illustrer un futur billet d'euro, Louise Weiss ou Simone Veil ? Simone Veil. Un week-end sans téléphone ou toujours connecté à l'actualité ? Sans téléphone. Discours écrit au millimètre ou intervention spontanée ? Intervention spontanée, même si c'est toujours plus risqué. Polar politique ou grande biographie historique ? Polar. Et là, revenons, Kouglof ou gaufre belge ? Kouglof. Merci Madame Keller de nous avoir consacré un peu de votre temps pour cette émission, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec grand plaisir et merci de parler d'Europe, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez alors qu'elle est centrale, notamment ici à Strasbourg. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.